Très bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. Très ravie de vous retrouver aujourd'hui via cet espace virtuel pour une nouvelle formation, comme on a l'habitude de le faire dans le cadre des travaux du laboratoire RIDILCA. Nous sommes à notre 4e formation et aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'accueillir parmi nous une collègue à nous, une collègue qui nous vient de Tunisie, de l'Université de Sousse, c'est Dr Lilia Chniti, qui a accepté d'animer et de vous former à la scénarisation et à la production de ressources pédagogiques numériques. Tout d'abord, je voudrais, à travers ce petit mot par lequel j'introduis la formation, exprimer tout le plaisir que nous avons à participer à la formation et collaborer avec Dr Chniti. Je remercie sa générosité scientifique. Je sais qu'elle a un agenda plus que chargé et elle a quand même trouvé le temps pour nous assurer cette formation. Donc, merci beaucoup, Dr Chniti. Juste un petit rappel pour vous présenter un petit peu notre collègue et ami, Dr Chniti, qui est diplômé, qui a un doctorat en informatique de l'Université de Sousse. Elle est spécialiste sur plusieurs axes de recherche en e-learning, évaluation basée sur le web, personnalisation de l'apprentissage, hypermédia adaptatif et web sémantique. Pour vous dire seulement que la formation d'aujourd'hui, elle est plus qu'intéressante. Donc, j'espère que nos doctorants et nos collègues vont être attentifs, réactifs, et pour qu'il y ait un petit peu un échange, on va dire, constructif. Avant de donner la parole à Dr Chniti, je voudrais aussi remercier Dr Akmoun, la directrice de notre laboratoire, pour tous les efforts consentis au bon fonctionnement du laboratoire. Sans ces efforts, tout ce qu'on fait là n'aurait pas existé, n'aurait pas de sens. Donc, merci beaucoup. Je pense que l'ensemble des doctorants se joignent à moi pour vous remercier aussi. Donc, s'il vous plaît, cette formation va être enregistrée. C'est une formation synchrone et asynchrone. Dr Chniti va nous les expliquer après. Donc, je vous dis bonne formation et soyez réactifs, c'est tout. Donc, merci beaucoup. Dr Chniti, je vous donne la parole. Et merci encore une fois de l'honneur que vous nous faites en acceptant d'animer et de nous former à la scénarisation, même si c'est qu'une séance, mais c'est quand même ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, chers collègues. Bonjour, cher ami Dr Imen. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité d'échanger avec vous, mes chers collègues, autour de la scénarisation et de la production de cours numériques. C'est avec un énorme plaisir que je participe à cette formation. J'espère qu'il y aura un échange fructueux entre nous. Je collabore d'une manière très étroite avec beaucoup de collègues en Algérie. J'ai été en Algérie plusieurs fois pour animer des ateliers autour du e-learning et je garde encore beaucoup de contacts et beaucoup d'amitié avec mes chers collègues de différentes universités. Moi, je considère honnêtement, je ne le dis pas comme ça, Ramni Ouroud, je considère que l'Algérie et la Tunisie, c'est un seul pays. Donc, c'est avec un grand plaisir que je suis avec vous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, mes chers amis, on va commencer la formation. Je vais partager, j'ai mis un lien sur le chat. D'habitude, quand j'anime cet atelier en présentiel, c'est un peu différent, il y a un peu plus d'interactivité. Donc, j'essaie à travers certains outils de rendre un tout petit peu la formation un peu plus interactive. Et donc, j'ai mis sur le chat un Padlet. Je ne sais pas si vous connaissez l'outil Padlet. Le Padlet, c'est un mur virtuel. Donc, on dirait qu'on a un mur sur lequel on va coller des post-it
et on va le faire en ligne. Donc, et vous pouvez l'utiliser également pour vos apprenants. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer comment on utilise cet outil. Donc, s'il vous plaît, Iman, si vous pouvez me donner la main pour partager. Oui, bien sûr. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Très bien, c'est parfait. Alors, une petite seconde. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Voilà. Je pense que vous voyez mon écran. Oui? Oui. Parfait, d'accord. Donc, quand vous accédez à ce lien, d'accord, vous allez avoir, en fait, c'est un mur virtuel sur lequel on peut coller des étiquettes, d'accord? C'est un mur que j'ai appelé « Présentez-vous ». Et donc, vous allez nous fournir une manière de se présenter au lieu de vous donner chacun la parole. Donc, c'est plus simple d'avoir ce mur virtuel entre nous. Et donc, vous allez donc cliquer sur ce petit plus ici, d'accord? Vous avez un petit plus ici. Et quand vous cliquez sur ce petit plus, vous allez donc écrire votre prénom, votre nom, votre spécialité, votre grade et une attente de cette formation. Donc, par exemple, je vais faire l'exercice. Je vais mettre Dr Lilia Chiniti. Je vais mettre maître de conférence HDR, informatique, Université de Sousse. Et je vais dire que mon attente, c'est par exemple apprendre à scénariser un cours en ligne. Voilà. Et je vais cliquer sur Publish. Et voilà, vous voyez que mon étiquette a été publiée. D'accord? Donc, tout au long de la formation, donc on ne va pas s'attarder beaucoup sur cette activité, comme ça on gagne un tout petit peu de temps. Donc, je vois que déjà, si Youssef, il a déjà publié une petite étiquette. C'est Abdelrahman également, Madame Goudet, Dr Akmoun. Donc, voilà. Donc, vous avez la main pour accéder à cet outil et de publier votre étiquette sur ce mur. C'est bon pour cet outil? Est-ce qu'il y a des questions, mes chers collègues? Ça marche normalement. Ça marche? Oui, oui. C'est parfait. Très bien. Alors, pour gagner un tout petit peu de temps, donc je vais maintenant présenter parce j'ai une présentation théorique et j'ai un outil à vous présenter. Après, je vais vous donner les activités que je vous propose. D'accord? D'accord. Je voudrais quand même attirer votre attention. C'est vrai que j'ai eu la liste des emails de ma collègue Dr Imen, mais je voudrais bien, Dr Imen, vous m'avez envoyé la liste des adresses mail. Oui. Je voudrais bien avoir les noms et les prénoms devant chaque adresse mail. Vous l'aurez avant. Créer des comptes sur la plateforme. Très bien. Vous l'aurez avant la fin de la formation, il n'y a pas de souci. Voilà, comme ça, d'ici demain, je vous crée les comptes sur la plateforme. D'accord? Et c'est une manière de pouvoir télécharger tous les supports. Vous pouvez télécharger tous les supports. D'accord? Mais entre-temps, je vais vous annoncer les activités. Vous commencez à faire les activités et d'ici demain, vous allez avoir accès à la plateforme. Je vais vous montrer l'adresse de la plateforme et dès que je vous crée des comptes, vous pouvez y accéder sans aucun problème. OK? Ça marche très bien, comme ça? Très bien. OK, c'est fait. OK. Alors, j'arrête ce partage. Je vais aller à la première présentation. Alors. Voilà. Voilà. Vous voyez mon écran? Oui, normalement, c'est bon. Oui, oui, très bien. Parfait. OK. Alors, je commence la première petite présentation, c'est-à-dire qu'à travers cette partie théorique, je voudrais qu'on arrive
à avoir en fait un vocabulaire commun par la numérisation des ressources pédagogiques. D'accord? Donc, en fait, cette séance synchrone va être répartie en deux parties. La première, c'est relative à des connaissances théoriques. La deuxième, je vais aller directement pour vous montrer un outil très facile à utiliser. Il faut un tout petit peu de concentration au début, mais il est hyper facile à utiliser. Il va vous permettre de produire des ressources pédagogiques numériques. Et je ne vous cache pas, maintenant, de plus en plus, plusieurs collègues en Tunisie l'utilisent. Je pense qu'on a le même système universitaire. Pour avancer dans la carrière, on doit passer des concours. Et c'est une manière de bien présenter nos ressources pédagogiques. Donc, au lieu de les présenter sous format Word ou PowerPoint, vous allez voir qu'à travers cet outil, vous allez avoir la main de bien présenter des ressources d'auto-apprentissage, on va dire. D'accord? Donc, la numérisation, d'abord, c'est une manière d'utiliser les technologies de l'information et de la communication afin d'enrichir votre enseignement par l'adoption de nouvelles méthodes de pédagogie. Alors, je vais sauter certains transparents parce que vous allez avoir de toute façon tous les transparents pour les lire en détail. Les choses, je les dis oralement. Je voudrais aller directement à trois intervenants principaux dans l'opération pédagogique, qui sont l'enseignant, l'étudiant et l'institution. La première question qu'on devrait se poser, pourquoi on a besoin de numériser nos ressources pédagogiques? Quel serait l'avantage? Alors maintenant, du côté de l'enseignant, première chose, c'est que le cours est plus vivant. Donc, quand vous introduisez de l'interactivité, le cours devient plus vivant. Il est facile à produire. Et ça vous permettra de gagner du temps. Parfois, quand je dis gagner du temps, il y a des collègues qui me disent c'est pas vrai. Quand on produit des cours en ligne, ça prend du temps. C'est vrai, ça prend du temps au début. Mais après, c'est ce que j'utilise, le terme que j'utilise très souvent, c'est un investissement rentable. Une fois votre cours est très bien scénarisé et correctement produit, vous pouvez le réutiliser d'une manière très efficace dans d'autres enseignements. Donc, ça vous permettra certainement de temps. C'est en fait de mieux présenter vos ressources pédagogiques et ainsi vous motiver davantage à assurer votre métier, mais également de bien avancer dans votre carrière. C'est un accès beaucoup plus pratique aux données. Quand vous avez des cours sur une plateforme, vous avez des cours numériques, vous pouvez voir réellement ce que vos apprenants ont fait, qu'est-ce qu'ils ont appris, etc. Et c'est facile de le mettre à jour. Si vous avez des choses déjà numérisées, vous introduisez de nouvelles ressources, c'est facile à le mettre à jour. Du côté de l'apprenant, le cours va bien sûr être beaucoup plus attrayant, motivant. L'utilisation des images, c'est un moyen efficace pour apprendre. Mais maintenant, du côté de l'institution est gagnante parce que vous savez tous, dans nos universités en Tunisie et en Algérie, on a souvent des cours qui sont enseignés par plusieurs personnes et donc ça permettra justement d'harmoniser les contenus entre les différents intervenants, de partager les ressources et surtout une meilleure assistance aux nouveaux enseignants. En tant que nouveau enseignant dans une université, généralement, c'est très difficile de préparer son courant. Ce qu'on fait, et d'ailleurs, c'est enseignant, on vous donne le cours que personne ne veut enseigner. On va vous dire, allez-y, enseignez. Et donc, si vous avez une ressource pédagogique déjà prête, c'est facile, l'université serait un très bon démarrage aux nouveaux enseignants. Alors, avant de passer à cela, je vais changer de diapo et je vais aller à vous montrer quelques autres diapos. Alors, attendez, je pense que je dois faire arrêt du partage. Pouvoir partager l'autre présentation. Alors, vous voyez mon écran? Oui? Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Très bien. On sait tous qu'à cause de cette pandémie, donc qu'est-ce qui s'est passé à cause de cette pandémie? Donc, il y a eu en fait un enseignement d'urgence, un enseignement en situation de crise.
Avant d'avancer et de voir qu'est-ce qui s'est passé, vous savez tous que dans une opération pédagogique, on a toujours ce triangle pédagogique qui est composé du savoir, de l'enseignant et de l'élève ou de l'apprenant. Donc, du côté savoir enseignant, donc c'est le processus pour l'enseignement. Ici, c'est le processus d'apprentissage. Et ici, c'est le processus de formation. Alors, regardez bien ce triangle qui est très, très important. Alors, ce que vous voyez ici, dans ce schéma, vous voyez ma diapo? Iman? Oui, Lilia, c'est bon. On voit. Parce que mon ordinateur m'affiche que ma connexion n'est pas stable. C'est oui. pour ça que je voudrais m'assurer parfois. Donc, voilà. Donc, sur cette diapo, ce que vous voyez, s'il vous plaît, c'est qu'on a à l'intérieur ce triangle pédagogique dont je parlais tout à l'heure, où il y a le formateur, le contenu et l'apprenant. Donc, du côté formateur au contenu, il y a une transmission de savoir. Du côté du formateur-apprenant, on a une communication. Et du côté de l'apprenant et du contenu, on a une application du savoir. Donc, l'apprenant est appelé à produire, à appliquer le savoir. Le formateur est appelé à communiquer avec l'apprenant et le formateur est appelé à transmettre ce contenu. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est le cercle tout autour. Alors, le cercle tout autour, c'est ce que vous allez ajouter quand vous passez en ligne. Donc, quand vous passez en ligne, du côté du formateur et du contenu, vous devez préparer les ressources pédagogiques numériques. Du côté du formateur et de l'apprenant, vous devez préparer des outils de communication à distance, les forums, les chats, les mails, etc. Et du côté de l'apprenant et du contenu, vous devez préparer des espaces dans lesquels les apprenants doivent déposer leurs travaux. Alors, on a constaté beaucoup de problèmes autour du COVID, lors de la crise de Covid. Il y a eu, si on regarde de nouveau ces trois intervenants, on va voir que, par exemple, du côté du contenu, on a constaté qu'il y a des contenus qui ne sont pas numérisés, qui sont hébergés dans différents environnements. Pour les enseignants, il manquait des compétences antiques. Il y a une diversité des outils. On a constaté que les enseignants reproduisaient leurs scénarios d'enseignement en présentiel pour passer en ligne. Pour les étudiants, on a constaté qu'ils étaient éloignés de l'université, qu'il manquait de moyens pour se connecter et aussi de compétences, qu'il y avait une grande réticence par rapport à l'enseignement à distance, qu'il y a eu une multiplicité de ressources qui ont été proposées avec un éclatement de moyens de transmission de ces ressources. Donc, voilà un peu les problèmes que nous avons constatés. Alors, maintenant, je passe à ce schéma qui est très important et qui résume un tout petit peu toutes les étapes que vous devez suivre pour, en fait, produire un cours en ligne. Vous partez, votre point de départ, c'est un support de cours. Donc, vous avez un support en version papier. Première chose à faire, c'est ce qu'on va faire, c'est découper le cours en séquences. Donc, vous allez trouver à la fin un support de cours structuré. Alors, la notion de séquence est très importante. Très souvent, des collègues me posent la question, comment je peux identifier ces séquences? C'est très simple. Voici la manière avec laquelle vous allez le faire pour pouvoir identifier vos séquences. Vous avez un cours qui répond à un objectif général. Cet objectif général est détaillé en un certain nombre d'objectifs spécifiques. Par exemple, un cours a un objectif général et votre objectif général donnera 5 objectifs spécifiques. Donc, 5 sous-objectifs, on va dire, ou des objectifs spécifiques. Maintenant, vous allez prendre chaque objectif spécifique et vous faites pour chaque objectif spécifique une séquence d'apprentissage. Donc, la séquence doit répondre à un objectif spécifique et une séquence va contenir des contenus qui répondent à cet objectif spécifique. Ensuite, vous allez scénariser cette séquence. C'est-à-dire quoi, scénariser? C'est-à-dire, vous allez imaginer quelles sont les informations que vous allez mettre numérisées pour atteindre votre objectif d'apprentissage spécifique. Par exemple, vous allez dire, je veux que l'apprenant visionne cette vidéo, après il fait un QCM,
Après, il consulte ce support de cours. Après, il fait cet exercice d'auto-évaluation. Après, il lit cette ressource. Après, il fait ce devoir, etc. Et ensuite, vous allez introduire toutes ces composantes multimédia pour avoir à la fin des séquences scénarisées et interactives. Jusque-là, c'est clair, s'il vous plaît? Oui, très bien, très bien. On vous suit. Très bien, parfait. Vous pouvez m'interrompre, hein? Bien sûr. Alors, ça, c'est pas... Je vais aller encore maintenant. Je reviens quand même au transparent d'avant. Alors, le transparent d'avant vous donne un peu la manière avec laquelle tout est articulé. Donc, d'abord, vous allez dire, voilà, quelle est l'approche pédagogique que je vais utiliser. Je vais faire de la pédagogie active. Je vais faire, par exemple, de l'hybridation. Je vais faire de la classe inversée, etc. Après, vous allez utiliser un peu tous les scénarios possibles de collaboration, de problem solving, etc. Et enfin, vous allez introduire les learning technologies qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Généralement, on fait ce qu'on fait généralement pour produire des cours en ligne, on fait ce qu'on appelle de l'ingénierie pédagogique. Alors, l'ingénierie pédagogique, c'est le fait de suivre un processus clair pour produire vos ressources pédagogiques. Et généralement, vous suivez un certain nombre des étapes qu'on appelle des modèles. Alors, le modèle le plus connu, c'est le modèle ADI d'ingénierie pédagogique. ADI, c'est l'abréviation des différentes phases par lesquelles vous passez. Donc, première phase, vous faites une analyse des besoins du public cible, etc. Vous faites votre inventaire pédagogique, vous dites, voilà les ressources que j'ai actuellement, quel est le public cible, quels sont les besoins d'apprentissage auxquels je dois répondre, quels sont les moyens à ma disposition. Ensuite, vous passez à une phase de design, de scénarisation. Par la suite, une phase de développement, d'implémentation, c'est-à-dire de mise en ligne ou mise en œuvre de vos ressources ou d'hébergement de vos ressources, et finalement de l'évaluation. Ce sont les étapes par lesquelles on passe pour assurer ce processus d'ingénierie pédagogique. Alors, ça, je vais l'expliquer oralement, très important. Quand on est dans une logique de e-learning, il faut garder en tête qu'on a un processus qui se base sur l'apprenant. C'est-à-dire l'apprenant doit être au centre du dispositif d'apprentissage. Ce n'est pas des mots comme ça qu'on est en train de dire. Quand on dit l'apprenant est au centre du processus, c'est-à-dire que tout doit être orienté vers l'apprenant pour que l'apprenant ne sente pas qu'il est en situation d'isolement. Donc, il est vraiment impliqué dans son processus d'apprentissage. Et pour cela, il y a ce que nous appelons les principes du e-learning. Alors, ces trois composantes forment le principe de e-learning, à part le fait que l'apprentissage doit être centré sur l'apprenant. Donc, on doit produire de la flexibilité. Flexibilité, c'est-à-dire, comme disent les Anglais, learning anytime, any place. C'est-à-dire que vous pouvez apprendre de n'importe quel lieu à n'importe quel moment. Deuxième principe, le travail coopératif. Quand vous produisez des ressources pédagogiques numériques, il faut veiller à avoir des activités de groupe. Et si j'ai mis coopératif et non pas collaboratif, coopératif, c'est-à-dire les apprenants peuvent communiquer ensemble, travailler ensemble, collaboratif, c'est-à-dire coopératif plus un travail en commun. Et finalement, il faut veiller à faire de l'accompagnement. Ça ne suffit pas de mettre ces ressources pédagogiques en ligne. Si vous mettez vos ressources, il faut assurer un accompagnement, un tutorat, de manière à garantir que vos objectifs d'apprentissage vont être atteints. Alors, autre diapo importante, ce sont les critères de qualité. Très souvent, quand je fais des formations, des webinaires ou des séminaires, souvent des collègues me posent la question, comment je peux savoir si
C'est un cours en ligne de cela. Et généralement, si vous regardez les travaux, j'ai essayé de les résumer, les critères, à travers une revue de l'état de l'art en ces 4 catégories. Généralement, les critères de qualité, ce sont des critères qui répondent à ces 4 catégories. Et en regardant ces 4 catégories, vous allez savoir si votre cours est de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Première catégorie, c'est des critères liés à la qualité de l'information. C'est-à-dire, est-ce que votre contenu est exact? Est-ce que les références sont précises? Est-ce que le contenu est pertinent? Pertinent, c'est-à-dire, il répond à vos objectifs fixés? Est-ce qu'il est clair? Exhaustivité du contenu. Qu'est-ce que ça veut dire, exhaustivité du contenu? C'est-à-dire, est-ce que votre contenu couvre les objectifs? Donc, la pertinence, c'est le fait de répondre à vos objectifs. L'exhaustivité, c'est le fait de couvrir tous vos objectifs. Les critères ergonomiques, on est en train de produire des cours en ligne. Donc, l'ergonomie jouera un rôle. Est-ce qu'il est correctement lisible? Le choix de la charte graphique, de la présentation, des couleurs, de la police, la cohérence. Généralement, dans certaines universités, on exige une charte graphique. Ensuite, les critères pédagogiques. Critères pédagogiques, c'est-à-dire, est-ce que le cours il est correctement structuré? Est-ce qu'il est adapté au public cible? Est-ce qu'il est adéquat avec vos objectifs? Est-ce que vous offrez un support communicationnel? Est-ce que vous dites à vos apprenants, une fois vous visionnez cette ressource, allez sur ce forum, vous pouvez poser vos questions et je peux vous répondre, ou envoyez-moi un mail. Est-ce qu'il y a un niveau d'interactivité correct? Et finalement, les critères techniques. Où est-ce que vous hébergez? Est-ce que le moyen technologique que vous offrez est fiable? Est-ce que le délai de chargement des ressources est correct? Par exemple, certains collègues veillent à mettre beaucoup de vidéos. OK, c'est très bien d'avoir l'élément vidéo. Mais si maintenant, je mets des heures pour pouvoir visionner une vidéo, ce n'est pas beau parce que je ne vais pas pouvoir suivre correctement le cours. Donc, voilà les critères dont on va avoir besoin pour produire nos ressources. Alors, jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Alors, des questions? Il suffit juste de désactiver votre micro et vous pouvez poser des questions à Dr. Cheniti. Oui, avec plaisir. Est-ce que c'est clair? Oui? Très bien. Donc, normalement, c'est clair. On peut continuer. Très bien. OK. Parfait. Maintenant, je reviens à l'autre transparent. Donc là. Une seconde. Voilà. Alors, maintenant, je vais encore enchaîner avec un autre élément important pour l'e-learning et pour un peu enlever une certaine ambiguïté par rapport au e-learning. Parce que je voudrais attirer votre attention que, par exemple, ce que nous avons vécu dans le Covid, je le dis, je l'ai toujours dit à tous mes collègues et dans toutes les manifestations auxquelles j'ai participé, je considère que l'enseignement qui s'est passé pendant le Covid, ce n'est pas du e-learning. Parce que ce que nous avons fait, nous avons repris nos scénarios présentiels à travers un outil, Teams ou Zoom ou autre. Donc, finalement, ce n'est pas du e-learning. Finalement, je suis en train de présenter à distance. Or, le e-learning est beaucoup plus large que ça, beaucoup plus important que ça. Donc, ce qu'on devrait mettre en tête, c'est quels sont en fait les problèmes ou les caractéristiques d'un enseignement classique traditionnel. D'abord, il y a une linéarité dans l'apprentissage. Vous faites le chapitre 1, après vous passez au chapitre 2, etc. Donc, c'est vraiment très linéaire. Il est très difficile de faire un scénario qui n'est pas linéaire. Le caractère généralement passif de l'enseignant, il est généralement dans une posture de transmission de l'information. Donc,
Donc, c'est une approche top-down, c'est-à-dire que l'enseignant transmet les informations et l'étudiant, il est beaucoup plus dans une posture passive, c'est-à-dire en train de recevoir ces informations. Le caractère quasi solitaire, donc quand l'étudiant il est en amphi devant vous en train de vous écouter, il n'y a pas beaucoup de travaux collaboratifs pour vous proposer, ou pas du tout parfois. Et parfois, c'est difficile d'apprendre parce que finalement, l'apprenant n'est pas très impliqué dans le processus d'apprentissage. Maintenant, le nouveau paradigme de l'enseignement, on est beaucoup plus dans une approche collective, dans une approche active et de construction de l'apprentissage. Le processus n'est pas nécessairement linéaire. On essaie de construire beaucoup plus les compétences. On veille sur l'approche par compétences. C'est un processus naturel beaucoup plus et on veille beaucoup sur la résolution de problèmes. Alors, il y a différents, ce que nous appelons, je voudrais que vous reteniez ces modèles technopédagogiques, il y a différents modèles technopédagogiques. Alors, dans la littérature, quand vous regardez un peu la littérature autour de ces modèles technopédagogiques, vous allez voir qu'on dégage 5 modèles. Principalement, on peut les catégoriser en 5 modèles. Bon, bien sûr qu'il y a parfois dans certaines littératures où on fait une autre classification. Mais d'une manière générale, on va dire qu'on peut classer les modèles technopédagogiques en 5 modèles. Quand je dis modèle technopédagogique, c'est-à-dire les modèles d'enseignement dans lesquels on intègre la technologie. Premier modèle, et je suis sûre que ce modèle, vous l'avez certainement testé, c'est ce qu'on appelle le présentiel enrichi par le numérique. C'est-à-dire que quand vous allez en classe, vous avez votre ordinateur, vous avez un vidéoprojecteur, vous avez déjà préparé votre PowerPoint, vous êtes en train de faire défiler votre PowerPoint. Ou bien pendant le Covid, vous utilisez un outil Zoom et vous faites défiler votre PowerPoint tel que je suis en train de le faire actuellement. Ça, c'est ce qu'on appelle un présentiel enrichi par le numérique. Donc, il y a tout simplement un enseignant en train d'utiliser un outil pour faire son cours. Deuxième modèle, c'est le modèle amélioré par le numérique. Pour cette formation, par exemple, avant de venir dans cette formation, j'avais communiqué avec ma chère amie Iman, je lui ai envoyé le descriptif de la formation. Et normalement, vous avez peut-être pris connaissance un peu de ce descriptif. Et donc, avant le cours, on envoie un peu le planning de la formation. Et après le cours, je vous envoie les supports pédagogiques, les activités, etc. Donc, ce que j'ajoute par rapport au modèle précédent, c'est que je vais utiliser un modèle présentiel allégé. Présentiel allégé, c'est-à-dire carrément, il y a des heures de TD qui sont remplacées par des activités en ligne, par des activités d'auto-apprentissage ou des activités tutorées. C'est un modèle, par exemple, moi, que j'utilise depuis des années, on va dire minimum, on va dire 7-8 ans, au niveau de, par exemple, de mon établissement, bien avant le Covid, j'ai des cours de master. Pour les cours de master, généralement, la charge, elle est de 21 heures. Généralement, j'ai 14 ou 15 heures de cours et 6 heures de TD. Et comme moi, je suis informaticienne, donc généralement, les heures de TD, c'est des heures dans lesquelles il y a des développements informatiques, etc. Donc, ce que j'ai demandé à mon conseil scientifique, c'est que les 6 heures de TD soient en ligne pour pouvoir donner des projets à mes étudiants et de pouvoir les tutorer. Donc, j'assure ma charge de cours en présentiel et les 6 heures ne sont pas faits en présentiel, sont faits en ligne. C'est ce que j'appelle le présentiel allégé. Ensuite, on a le présentiel réduit. Le présentiel réduit, là, je vais encore diminuer la partie présentielle. Par exemple, je vais faire 3 à 4 heures de présentiel, par exemple, pour fixer les objectifs, pour faire, par exemple, certaines démos. Et la majorité de l'enseignement se fait en ligne. Et le dernier modèle, c'est l'enseignement à distance 100%, c'est-à-dire on voit les apprenants en début de la formation pour peut-être, et même on peut le faire en ligne, et on peut les voir juste à la fin pour passer les examens. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Oui, très bien. Normalement, c'est très clair.
Donc, généralement, le e-learning, c'est un processus d'apprentissage à distance qui s'appuie sur des ressources multimédia et qui permet à une ou plusieurs personnes de se former à partir de leur ordinateur. Donc, on a dit tout cela. On a dit les 4 principes, on les a fait, donc c'est parfait. Et maintenant, je vais aller à la deuxième partie de la présentation qui est relative à l'hybridation. Une seconde, j'arrête le partage. Alors, je vous rappelle, la partie théorique, elle est répartie en 2 parties. La partie théorique, hein. La première partie, elle a été sur les concepts de base du e-learning, de la numérisation, les avantages pour les 3 acteurs, l'institution, l'enseignant et l'étudiant, sur les critères de qualité, sur le processus d'ingénierie pédagogique, sur la notion de séquence d'apprentissage et sur les principes du e-learning et les modèles technopédagogiques. Ça, c'est la première partie théorique. La deuxième partie théorique que je vais aborder tout de suite, je vais parler de l'hybridation. Vous savez que tout le monde parle de l'hybridation. Donc, je vais parler un peu du blended learning, de l'hybridation. Je vous rappelle que dans les modèles technopédagogiques que je viens de présenter, le présentiel amélioré, le présentiel réduit sont 2 modèles de l'hybridation, puisque j'ai des parties qui se font en ligne et des parties qui se font en présentiel. Donc, je vais un peu expliquer encore l'hybridation maintenant. Ensuite, je vais vous parler des outils Web 2 qui peuvent encore enrichir notre enseignement. Une fois que je termine cela, je vais passer à la partie pratique où on va apprendre un outil de scénarisation. Donc, je passe maintenant à la deuxième partie théorique. Voilà. Voilà. Alors, je partage. Voilà. Vous voyez mon écran, mes chers amis? Oui. Parfait, très bien. Alors, je voudrais d'abord attirer votre attention sur une définition d'un dispositif hybride. Quand on parle d'un dispositif hybride, je prends une définition de professeur Daniel Peraya, qui est une référence en enseignement, on va dire, je ne veux pas dire enseignement Distanciel. À distanciel, mais je vais dire un enseignement dans tout ce qui est technopédagogie. Oui, médiatique. Maintenant, il est à la retraite, mais c'est quelqu'un qui est très, très bien, qui a visité la Tunisie, qu'on a invité dans plusieurs conférences, on a collaboré dans plusieurs projets. Il est du labo TECFA à l'Université de Genève. Et donc, déjà en 2003, vous voyez qu'il a une définition qui définit qu'est-ce qu'un dispositif hybride. Un dispositif hybride articulant à des degrés divers des sessions de formation en présentiel et à distance soutenues par un environnement médiatisé. C'est-à-dire que dès que vous avez l'aspect présentiel et distanciel, ensuite de l'aspect médiatisation des données de la formation, donc vous pouvez parler d'un dispositif hybride. Donc, on peut avoir, comme je vous ai dit, du synchrone, du asynchrone. Je peux avoir du distanciel, du présentiel, et je peux tout combiner. On va voir plus en détail cela, et vous voyez que dans l'hybridation, la confusion que plusieurs personnes ont, c'est la suivante. Ils croient que tout ce qui est hybridation, c'est uniquement du moment où je peux combiner différentes formes d'apprentissage, je parle d'hybridation. Donc, hybridation, c'est-à-dire je peux avoir du synchrone, c'est-à-dire en temps réel, tel qu'on le fait maintenant, asynchrone, c'est-à-dire en différé. Vous vous formez pendant un intervalle de temps et après, la communication se fait en différé. D'accord? Donc, ça, c'est la combinaison synchrone-asynchrone donne de l'hybridation. Présentiel, distanciel donne de l'hybridation. Des types de ressources, c'est-à-dire vous faites des activités collaboratives, des activités individuelles, des ressources multimédia, des ressources web, tout ça
va déclencher votre hybridation. Alors, on va voir maintenant quels sont les scénarios de l'hybridation. Je voudrais attirer votre attention à des scénarios hyper intéressants qui ont été mis en place par l'Université de Lyon et qui ont essayé de classer les scénarios d'hybridation en 6 types. Alors, vous voyez ici, ce sont 6 types d'hybridation qui sont cités sur cette diapo. Je vais les expliquer un par un. Alors, je commence par la première catégorie. Ce sont des scénarios centrés sur l'enseignement. D'accord? Tous ces scénarios sont des scénarios, comme je vous ai dit, d'hybridation. D'accord? Donc, vous voyez ici que, par exemple, le premier scénario, on l'appelle le scénario de type 1, il est appelé la scène. C'est un dispositif centré sur l'enseignement et caractérisé par la médiatisation des ressources textuelles. Donc, dans ce scénario, vous allez tout simplement prendre des ressources textuelles, PDF, PowerPoint, Word, etc., et les mettre en ligne. D'accord? Et demander à vos apprenants de les lire chez eux. Donc, vous introduisez du distanciel et ainsi, vous êtes dans un premier type de scénario d'hybridation qu'on appelle la scène. Deuxième scénario, on l'appelle l'écran. C'est un dispositif qui est centré sur les contenus multimédia. Vous voyez ici, ce sont j'ai utilisé ce scénario dans un de mes cours. J'ai des vidéos qui sont enregistrées dans des studios d'enregistrement et donc j'ai demandé à mes étudiants de les visionner chez eux avant de venir en classe pour faire des activités. C'est un scénario de classe inversée et donc c'est un scénario d'hybridation qu'on appelle l'écran, c'est-à-dire qu'il se base, contrairement au scénario précédent, sur les ressources multimédia. Troisième scénario, on l'appelle le gîte. Le gîte, c'est un scénario où vous allez faire de l'hybridation, mais en invitant des intervenants extérieurs. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, dans des cours d'entrepreneuriat, très souvent, on fait appel à des intervenants externes, tels que des entrepreneurs, pour qu'ils partagent leurs success stories et ils encouragent un peu les étudiants à créer leur propre entreprise. Donc, c'est de l'hybridation parce que vous faites des ressources, vous impliquez des ressources de l'extérieur et donc vous êtes dans un scénario qu'on appelle le gîte. Alors, je passe maintenant à la deuxième sous-catégorie de scénarios. Je vous ai dit qu'il y a 6 types de scénarios. La deuxième sous-catégorie, 4, 5, 6, ce sont des scénarios qui se basent maintenant sur l'apprentissage. Donc, l'apprenant va être beaucoup plus actif. Le premier, on l'appelle l'équipage, c'est-à-dire c'est un scénario qui se base beaucoup sur les interactions. Votre scénario d'enseignement est bâti sur les forums, les apprenants vous allez poser des questions sur les forums, vous allez demander à vos étudiants de répondre à ces questions, de discuter, de faire des débats, etc. Donc, c'est un scénario qui se base beaucoup sur les interactions à distance et c'est pour ça qu'on l'appelle l'équipage. Équipage parce qu'on a besoin de tutorer les apprenants. Le scénario d'après, on l'appelle le type 5, c'est le métro. C'est comme le métro où vous allez avoir une diversité de ressources, mais une liberté de choix de ces ressources. Et en plus de l'accompagnement. Donc, dans un métro, vous allez trouver des personnes de différents types, ils viennent de différents pays, de différentes religions, etc. Et donc, du coup, vous avez une diversité de ressources. Et le dernier scénario, c'est un scénario qui englobe tout, la diversité des ressources, la diversité ressources multimédia, textuelles, de l'accompagnement, de l'interaction, etc. Et c'est ce qu'on appelle l'écosystème. D'accord? Tous ces scénarios, ce sont des scénarios d'hybridation. Jusque-là, c'est clair, s'il vous plaît, mes chers collègues? Oui, oui, c'est bien. Très bien, j'avance. Vous pouvez revenir sur le premier type, s'il vous plaît? Alors, il y a différents... Oui? Le premier type, s'il vous plaît, la scène, je n'ai pas très bien compris, en fait. La scène, c'est tout simplement des ressources textuelles. PDF, PowerPoint, texte. Vous mettez à la disposition de vos apprenants, vous leur dites de les lire avant de venir en cours. D'accord? Ça, c'est un scénario d'hybridation parce qu'il y a un enseignement
à distance avant votre cours. Ok, d'accord. D'accord? Alors, maintenant, j'arrive à la dernière partie de cette partie théorique qui est relative aux outils Web 2. Alors, comme peut-être vous le savez, il y a eu une évolution des technologies du Web. Nous sommes d'abord partis du Web 1.0, qui est un Web qui se base sur la diffusion du savoir. On l'appelle one-to-many. Exemple du Web 1.0, l'email et la recherche sur Internet, ce sont des technologies du Web 1.0. Ensuite, nous sommes arrivés au Web 2.0. C'est un web qui se base beaucoup sur le partage, sur la collaboration. Grâce à quoi? Grâce aux réseaux sociaux, grâce au blog, grâce à YouTube. Donc, c'est un web many-to-many. L'apprenant n'est plus un simple utilisateur, mais également un producteur de contenu. C'est pour cela qu'on parle, avec le Web 2, on parle du web social parce qu'on a créé cet espace de socialisation sur, généralement, c'est 4C. Qu'est-ce que ça veut dire 4C? C'est-à-dire dans le Web 2, on a beaucoup de contenu, vidéo, PDF, PowerPoint qui est sur Internet. Ce contenu peut être dédié sur les téléphones portables, sur les ordinateurs, donc selon différents contextes. Je me base beaucoup sur la connectivité. Donc, quand je suis connectée sur Facebook, je suis en train de discuter avec ma communauté. Et quand je trouve une vidéo, je la partage et c'est ce qui déclenche cette continuité de production de contenu. Donc, j'ai contenu, contexte, connectivité et continuité dans la production de contenu. Et c'est pour ça qu'on parle de ces 4 C. Et donc, grâce à ce Web 2, on a vu évoluer les différents types pédagogiques. On est parti de la pédagogie transmissive à la pédagogie active et maintenant on parle de la pédagogie 2.0 qui est facilitée à travers ces outils du Web 2. Alors, je vous donne des exemples, par exemple, ici, de certains outils du Web 2, par exemple, tel que l'outil Wiki. C'est un outil, Wiki, c'est comme Wikipédia, c'est un outil qu'on trouve sur les plateformes d'enseignement à distance, et c'est une sorte de site web collaboratif, c'est-à-dire que tous les apprenants peuvent travailler ensemble pour produire, par exemple, une production collaborative. Donc, ça crée cette création réflexive. Par exemple, ici, c'est une capture d'écran, une formation justement sur l'entrepreneuriat avec des collègues algériens. D'ailleurs, ce sont 2 collègues algériens qui sont en train de répondre ici. Un deuxième outil très utilisé pour la formation, un outil Web 2, c'est le forum. Sur un forum, on peut poster une question, demander aux apprenants de répondre, on peut proposer un sujet pour débat. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand quelqu'un poste sa réponse sur un forum, elle est tout de suite visible par la communauté d'apprentissage. Un autre outil utilisé également pour l'apprentissage, ce sont les blogs. Les blogs, maintenant, on peut poster, avoir son propre blog, partager son opinion et demander aux apprenants de donner leur feedback sur vos propres blogs. Un autre outil très intéressant que j'utilise personnellement souvent quand je donne des travaux collaboratifs à mes étudiants, c'est l'outil Framapad. Framapad, c'est comme Google Docs si vous le connaissez. Ce qui est intéressant dans Framapad, c'est que je donne, par exemple, ici, vous voyez une capture d'écran de mes étudiants. Bon, excusez les erreurs de français qui sont sur cette capture d'écran, mais ce qui est intéressant, je leur demande, par exemple, de travailler ensemble sur un document ensemble. Ce qui se passe généralement quand vous donnez cette activité à vos étudiants, par exemple, vous dites une activité de travail de 3 apprenants, il y a toujours une personne qui travaille, les 2 autres mettent leur nom sur le document. Alors, ce que je demande, moi, aux étudiants, c'est de travailler ensemble sur ce document et d'écrire conjointement la synthèse. Donc, vous voyez ici différentes couleurs. Chaque étudiant écrit avec une couleur. Par exemple, ici, Hamdi, le premier Hamdi, il écrit avec du vert. Le deuxième Hamdi, il écrit avec du jaune. Et le troisième étudiant, c'est Maroué, qui écrit avec du bleu. Et je vois clairement la contribution de chacun dans le document collectif.
virtuelle. Ce matin, je vous ai demandé d'aller sur le Padlet que vous présentez. Donc, c'est du web social qui permet donc justement d'être bien exploité dans la formation. Aujourd'hui, je vous ai demandé de vous présenter à travers, en utilisant cet outil, mais vous pouvez l'utiliser pour autre chose dans votre formation. On peut utiliser également les outils de partage de signés. Par exemple, actuellement, j'ai donné à mes étudiants un travail de recherche sur Internet et ils vont chercher des sites. Je veux voir qui a cherché quoi. Donc, les outils de signés comme Digo ou Delicious, ce sont des outils qui permettent aux étudiants de créer un groupe sur ces outils et chaque fois où ils trouvent un lien, ils le partagent sur cet outil-là. Donc, comme ça, le tuteur peut voir quels sont les sites qui ont été consultés, qu'est-ce que chaque étudiant a cherché et quelle est la contribution de chaque étudiant dans la recherche d'informations. Un autre outil, ce sont les cartes mentales. Les cartes mentales, justement, permettent de hiérarchiser des idées, de hiérarchiser des informations, de bien planifier le travail collaboratif. Moi, personnellement, très souvent, je l'utilise pour que mes étudiants, par exemple, essayent de synthétiser des informations. CER est également un outil du Web 2 qui permet à vos étudiants, donc vous pouvez proposer cet outil et demander à vos étudiants de l'alimenter avec les concepts clés qu'ils ont vus dans le cours. Par exemple, vous faites un cours et après, vous leur dites détectez tous les mots-clés, cherchez des définitions pour ces mots-clés et alimentez le glossaire avec ces mots-clés. C'est un outil excellent parce qu'il permet à vos étudiants à la fin de bien préparer pour l'examen parce qu'ils ont bien regardé tout le contenu. Des activités de QCM, d'auto-évaluation, de l'évaluation par les pairs. L'évaluation par les pairs, c'est une activité hyper intéressante parce que non seulement c'est une activité d'évaluation, mais aussi c'est une activité d'apprentissage. Parce que les apprenants, quand ils évaluent les travaux de leurs pairs, ils vont s'auto-évaluer également. Donc, tout ça va permettre, comme je vous ai dit, de nouvelles pratiques. C'est pour ça qu'on parle de pratique 2.0, parce que l'enseignant va proposer une accessibilité à ses ressources. Les apprenants vont développer des compétences transversales de recherche d'informations, d'utilisation du multimédia, d'expression, parce que quand ils vont sur un forum, ils vont s'exprimer. L'apprenant va devenir beaucoup plus actif, sensible, facilitateur, va orienter les apprenants, les accompagner, va demander des informations, va réguler leur apprentissage. Donc, on parle d'enseignement 2.0, d'apprenant 2.0, de pratique 2.0, de scénario 2.0, des scénarios qui intègrent tous ces outils, etc. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Très clair. Si vous avez des questions, les doctorants, collègues, c'est le moment. Vous pouvez poser vos questions, vous devez juste réactiver votre micro. Donc, je vois qu'ils sont en train d'écrire sur le chat. Oui, très clair. Oui, c'est clair. Très bien. Très bien. Donc, on peut continuer. Très bien. Parfait. OK. Alors, est-ce que vous connaissez l'outil Opal? Moi, personnellement, non. Je l'ai connu à travers toi quand tu m'en as parlé la dernière fois. Sinon, les autres… Est-ce que tes collègues le connaissent? Je vois que personne ne le connaît. Tout le monde écrit non. OK, c'est parfait. D'accord, pour que ça ne soit pas de la redondance pour certains. Très bien. OK. Alors, donc, je vais vous présenter maintenant un outil qui s'appelle Opal. Scénario Opal, c'est un outil, bon, pourquoi je le présente? C'est un outil open source. Donc, on peut le télécharger, et on peut l'installer et on peut l'utiliser. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, une fois on l'a appris, vous allez un peu patienter au début, il est hyper facile. Troisième avantage, il supporte les différentes langues. Si vous avez des contenus en arabe, vous pouvez l'utiliser en arabe. Si vous avez des contenus en français, vous pouvez l'utiliser en français. Si vous avez des contenus en anglais, vous pouvez l'utiliser en anglais. Et j'insiste beaucoup sur l'arabe
parce que vous savez que malheureusement, les outils web qu'on trouve sur Internet ne supportent pas tous l'arabe. C'est une langue, c'est l'une des langues les plus difficiles dans le monde et on doit écrire de droite à gauche. Donc, cet outil supporte l'arabe correctement et d'une manière magnifique. Donc, également, je sais qu'en Algérie, il y a beaucoup d'enseignements en arabe, donc ça peut vous aider également. Ce que je vais faire maintenant, je vais vous présenter comment l'utiliser en français. Mais vous pouvez le télécharger en arabe et l'utiliser. Il n'y a pas de problème si vous voulez. Juste la terminologie va changer un tout petit peu. À la place de grain d'apprentissage, etc. Mais c'est exactement la même chose. Lilia, si tu me permets juste une question. Est-ce que l'outil Opal supporte l'italien et l'anglais? Bon, l'anglais, tu l'as dit. L'anglais, sûr. L'italien, on va voir. Je pense qu'il supporte l'italien. Parce qu'on a des doctorants et des collègues du département d'italien avec nous. Donc, je pense qu'ils travaillent aussi sur l'enseignement à distance. Je pense qu'ils seraient intéressés. D'accord, on va voir. Je ne suis pas certaine, on va voir. Je suppose. Alors, on va voir. Donc, une seconde pour que je vous montre où est-ce que vous le téléchargez. Alors, juste une petite seconde, je mets le chargeur de mon ordinateur. Hein, avant que je sois déconnectée. Voilà, j'ai mis le chargeur, ce qui est parfait. Mais, alors, maintenant, je reviens. Mes chers amis, alors suivez-moi. Je vais faire partage d'écran, comme ça me rendra la vie beaucoup plus simple. Et vous voyez mon écran, les amis? Oui. C'est parfait. Et je vais vous dire comment j'ai atterri sur cette page. Alors, juste une petite chose. Avant d'aller, je propose une seule petite chose. Alors, mes chers amis, je vous demande de suivre comment je vais utiliser l'outil. Ne faites pas en parallèle. Vous allez avoir de toute façon l'enregistrement par la suite, d'accord? Et suivez avec moi, parce que faire en même temps que moi l'installation, etc., vous allez être vous allez être bousculé, on va dire, d'accord? Tout à fait. Donc, suivez avec moi les différentes étapes. Le lien de téléchargement, je vous le donne. Et après, vous avez tout le temps. On a la semaine pour installer à votre aise, d'accord? Reprenez après l'enregistrement pour pouvoir regarder. J'ai encore mieux que ça. J'ai 2 petites vidéos très courtes que j'ai enregistrées moi-même pour une autre formation, très, très courtes, de 4-5 minutes, qui montrent l'essentiel de cet outil. Je peux vous envoyer également mes 2 petites vidéos qui vont vous faciliter la tâche. Donc, mais suivez avec moi maintenant les étapes, d'accord? Donc, première étape, télécharger ce logiciel. Ce que j'ai fait, regardez, j'ai mis télécharger Opal 3.7. Le premier, téléchargement Scénario Opal, ok? Donc, je vais arriver sur cette page. Je vous envoie après le lien directement. Vous allez trouver différentes versions, ok? Je vais réduire la fenêtre ici. Bien. Donc, vous choisissez la version اللي تحبوا عليها. Bon, je vous recommande 3.7, 3, 8 ou 9, je vous recommande la dernière 3.7, ok? Donc, vous avez ici la version 3.7, ok? Après, pour pouvoir utiliser Opal, il faut utiliser, parce que c'est open source, donc il faut utiliser après, il ne peut pas utiliser Word. Il peut vous générer des ressources web et des ressources doc. Donc, il vaut mieux installer avec Opal LibreOffice. D'accord? Bon, maintenant, je ne vais pas l'installer LibreOffice.
mais vous pouvez utiliser vous installer avec Opal LibreOffice. Mais ensuite, vous allez trouver le lien pour télécharger Opal. Vous m'entendez, mes chers amis? D'accord? Oui, très bien, très bien. D'accord. Ici, c'est le téléchargement. Regardez, si vous avez un Mac, il faut télécharger la version Mac. Ou si vous avez, ça dépend de votre système d'exploitation. OK? Bon, j'ai installé Windows parce que j'ai Windows sur mon ordinateur. D'accord? Et maintenant, je réponds à la question d'Imen. Tout à l'heure, elle m'a dit quelle est la langue. Alors, il y a le français, l'anglais, l'espagnol, l'arabe. Toutes les langues. C'est tout ce qu'il y a. Ok, il n'y a pas d'italien. Il n'y a pas d'italien, malheureusement. Peut-être dans d'autres versions, hein, je ne suis pas certaine. On va voir peut-être dans la 3.8. On va voir dans la 3.8 s'il y a la version, une autre version. Non, dans le 3.8, déjà, il n'y a pas d'arabe. D'accord? Okay. Donc, gardons la 3.7. Gardons la 3.7. Et dans la 3.7, donc vous avez le français, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Je suis désolée pour l'italien. Il n'y a pas de souci. Malheureusement. Voilà. Alors, donc, en fait, ce qui change avec la langue, c'est l'interface qui change. D'accord? C'est-à-dire, les collègues qui veulent de l'italien, ils peuvent installer de l'anglais ou du français et mettre de contenu italien, il n'y a pas de problème. OK? Très bien. Donc, voilà. Donc, vous téléchargez. Alors, pour pouvoir l'utiliser, vous téléchargez ce petit fichier sur votre ordinateur, vous lancez suivant, jusqu'à arriver à l'installer, tout simplement. OK? OK. Alors, une fois, comme je vous ai dit, suivez avec moi ce que je vais faire et après, vous le faites à votre aise sans aucun problème. Alors, une fois installé, vous allez avoir cette interface. Vous voyez ma interface? Non. Non? Je ne sais pas si les autres la voient. En tout cas, moi, je ne vois pas. Non, moi aussi, je ne vois rien. Alors, est-ce que vous voyez maintenant? Oui, c'est bon. Oui. C'est bon. Très bien. Alors, une fois installé et lancé, vous allez trouver comme ça une fenêtre. En haut, vous allez trouver Opal 3.7. D'accord? Alors, la différence avec moi, c'est que vous allez trouver toute cette partie vide. Alors, tout ça, ce sont des cours que moi, j'ai déjà développés. OK? Parce que moi, j'utilise déjà ce logiciel. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Alors, première chose que vous allez faire, vous allez cliquer, vous avez cet onglet Atelier, OK? Vous allez cliquer sur Ajouter. OK? Et Atelier, c'est-à-dire, on dirait, c'est un méga dossier, c'est un environnement dans lequel vous allez mettre vos cours. D'accord? Donc, moi, je vais l'appeler Atelier Algérie. OK? D'accord? Alors, il vous donne la possibilité de créer, vous avez deux versions d'Opal. Il y a la version normale, qui est avancée, et il y a la version Starter. Vous voyez, Starter? OK? Je vais commencer par la version Start. Donc, je vais cocher Starter, c'est-à-dire la première version, qui est, on va dire, la version basique. Donc, je vais vous montrer d'abord la version basique, ensuite la version avancée. C'est bon, mes chers collègues, vous me suivez? Oui. Oui, oui, très bien. Donc, j'ai coché Starter pour la première version. Parfois, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. On a besoin juste de la version Starter. D'accord? Donc, je vais cocher la version Starter. Ça, c'est un générateur, c'est un template. J'ai coché et je vais dire créer. Alors, il va tourner un tout petit peu pour me créer mon propre atelier. Ça prend 30 secondes normalement. Voilà. Vous voyez, mes chers amis, vous voyez Atelier Algérie? Mes chers amis?
Très bien, oui. Oui, oui, c'est bon. Oui, très bien. Et devant, j'ai un bouton ouvrir. Vous le voyez? Oui. Je vais cliquer sur ouvrir. Donc, très simple. Vous installez votre logiciel. Vous créez un nouveau atelier. Vous choisissez Start et vous faites ouvrir. J'ai mon premier atelier, atelier Algérie. Il est vide. Et je sais que je suis dans le Starter parce que j'ai ici Opal Start. OK? Première chose à faire, c'est de créer, comme tout développement logiciel, c'est de créer. Je vois ici qu'il y a une question. Alors, c'est bon, vous me suivez. J'ai cru que c'était une question. Alors, première chose, c'est de créer un espace. Rappelez-vous de ce terme. Espace, dans Opal, ça veut dire dossier. Vous pouvez même le noter dans vos blocs-notes. Espace égale dossier. Très bien. Donc, première chose, je vais créer un espace. Par exemple, mon cours s'appelle un cours de programmation orientée objet. Je vais dire POO. Ça, c'est l'intitulé de mon dossier. Vous voyez, comme sur votre ordinateur, vous allez créer un dossier dans lequel vous allez mettre votre cours. D'accord? Donc, je crée un espace. OK. Vous voyez ici que j'ai un espace qui s'appelle POO. Jusque-là, c'est bon? Très bien. C'est clair, mes chers amis? OK. S'il vous plaît, arrêtez-moi dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein? Okay. Donc, j'ai un espace qui est vide. Maintenant, je vais créer un fichier. Donc, je vais aller sur cet espace. Regardez ce que je fais avec ma souris. Je vais sur l'espace qui devient bleu. Regardez, maintenant, il est gris. Quand je mets la souris là-dessus, il devient en bleu. D'accord? Je mets la souris sur l'espace, bouton droit, et je vais lui dire « Créer un item ». Un item égale un fichier. OK? Voilà. Il me donne la première possibilité qu'il me donne, module Opal. Je vais lui dire, d'accord, je veux un module Opal. Il me dit, nom de l'item, module POO.xml. OK, je le veux. C'est bon. C'est clair jusque-là? Oui, oui, très clair. Très bien. Je vais faire partage écran parce que maintenant, je vais devoir jongler entre la fenêtre et le navigateur. OK. Donc, je suis juste à ce niveau-là. Maintenant, regardez bien, mes chers amis. J'ai devant le fichier une petite croix rouge. Ça veut dire qu'il y a des champs qui ne sont pas remplis. Il y a des erreurs. D'accord? Donc, gardez ça à l'esprit. Chaque fois où vous avez des croix rouges ici, ça veut dire qu'il y a un problème, qu'il y a des champs qui n'ont pas été affectés avec des valeurs. OK? Maintenant, c'est très simple. On dirait que vous êtes en train de remplir un formulaire. Fill in the blanks. Regardez. أول حاجة, je vais donner le titre du module. Programmation. Orienté. Objet. Ça, c'est le titre de mon module. Division, ça veut dire quoi? Ça veut dire un chapitre. Je vais écrire devant le titre ici, chapitre 1, double point, modélisation, orientée, objet. Ça, c'est le titre de mon premier chapitre. Ensuite, ce que vous voyez ici, vous avez grain de contenu. Vous avez vu grain de contenu? On dit que c'est une section à immédiat dans votre cours. Par exemple, ici, je vais mettre 1.1, les diagrammes de classe. Ça, c'est une section dans mon cours. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui, oui, très clair. Donc, je vous rappelle, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné le titre du module devant le champ titre. J'ai donné le titre du chapitre devant le champ titre. Et dans la division, et j'ai donné le titre du grain de contenu devant le champ titre. Je vais enregistrer. Vous voyez cette disquette? Je vais cliquer sur la disquette. Et du coup, vous voyez que la croix rouge a disparu. Ouais. C'est-à-dire déjà les champs
a été renseigné. Obligatoires sont renseignés. Voilà. Maintenant, regardez ces petits boutons ici. J'ai édition. Là, je suis dans le mode édition. Maintenant, c'est publication. OK? Je clique sur publication. Il me donne le choix et je vais aller à publication web. Alors, devant publication web, je vais cliquer sur générer. Générer parce qu'il va compiler. Et ensuite, je peux cliquer sur consulter. Vous voyez ce lien consulter? Quand je clique sur consulter, il va tout de suite appeler mon navigateur pour voir ce que j'ai fait, ce que j'ai produit. Alors, je clique sur consulter. Vous voyez mon écran? Vous avez vu ce que j'ai produit en 3 clics? Programmation orientée objet, ça c'est la première page de mon module. Je clique sur démarrer le module. Voici le chapitre 1 et voici le grain de contenu. Je n'ai rien fait. J'ai écrit 3 choses et ça y est, c'est produit. Très intéressant. Vous me suivez, mes chers collègues? C'est bon? Oui, oui. Très bien, oui. Des questions? Pas pour l'instant. C'est parfait. Très bien. Très bien. Maintenant, je reviens. Alors, parfait. Merci beaucoup, mes chers collègues. Je reviens maintenant à mon outil. J'étais là. Jusque-là, j'étais là. Je veux aller continuer à alimenter mon cours. Donc, je reviens, comme je vous ai dit, au bouton édition, le bouton rose ici. OK? Voilà. Je reviens ici. Comme je vous ai dit, je n'ai mis que les titres. Maintenant, je veux mettre du contenu. Vous voyez ici, grain de contenu, un champ information. Je vais ici, je vais écrire les diagrammes de classe. Je vais écrire n'importe quelle phrase. Constitue un élément essentiel dans la modélisation. Je suis en train de réfléchir à haute voix, d'accord? Ça, c'est une phrase que j'ai écrite. OK, c'est parfait. Je peux enregistrer avec la petite disquette. OK. Je vais dire maintenant, par exemple, je veux un 2e chapitre. Alors, dites-moi, je vais voir si vous êtes en train de me suivre correctement. Donc, un chapitre, c'est quoi? Je dois créer quoi? Une division, non? Division. Division, non? Très bien. Merci beaucoup. Donc, vous voyez ici, pour que je vois très clair dans ce formulaire, je peux cliquer sur ces deux. Vous voyez? Donc, je clique ici, comme ça, je vois plus clair. Quand je clique, encore, je l'ouvre. OK? Donc, je vais faire un double clic. La visibilité est plus claire. Je veux une division. En dessous de cette division, j'ai une petite étoile ici. Vous la voyez? Oui. Je clique et je lui dis, je veux une 2e division. Voilà. Il me ramène une 2e division. Elle est vide. Ce n'est pas la 2e division du foot. Hein? Oui. D'accord? D'accord? Oui. Et je vais mettre chapitre 2. Par exemple, les concepts de la programmation. Et 2.1, introduction à l'algorithmique. D'accord? Très bien, oui. Donc, le grain de contenu, c'est un chapitre. Je vais enregistrer. Je peux aller à publier, comme tout à l'heure. Pour voir. Générer. Il va générer de nouveau. D'accord? Consulter. Voilà. Démarrer le module. Là, qu'est-ce que j'ai maintenant? Oui. J'ai le chapitre 1.
la première section dans laquelle il y a une phrase déjà et le chapitre 2 dans lequel il y a une sous-section. Oui, très bien. C'est clair jusque-là? Oui, c'est très clair. Des questions? Si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, si on veut mettre du contenu dans la division, dans le chapitre, ce sera dans les grains. Si on veut développer davantage. Dans les grains, oui, exactement, madame. Dans les grains, exactement. Je veux revenir maintenant à alimenter les contenus. OK? Très bien. Je reviens ici à édition. Je veux, par exemple, ajouter un deuxième grain. Ici. Vous voyez? On dit un premier, je veux un deuxième grain. Je peux déjà le compacter pour voir plus clair. Double-clic. Je viens juste en dessous. Je lui dis un autre grain. Et je lui dis 1.2, par exemple, les diagrammes de séquence. OK? Je peux écrire ici les diagrammes de séquence sont des diagrammes dynamiques. OK? Et je peux faire autre chose. Regardez, en dessous de ça, je veux ajouter un autre champ de texte. Mais je peux le formater. Regardez, en dessous, il y a une petite étoile ici. Je peux lui dire, je veux ajouter un exemple. Je peux mettre une rubrique attention, conseil, remarque. Je vais choisir attention. Je vais dire ne pas confondre le diagramme de classe et le diagramme de séquence. Je peux ajouter un autre champ exemple. Je vais écrire ici un exemple de plateforme d'enseignement à distance et Moodle, par exemple. Je suis en train d'écrire n'importe quoi qui n'est pas nécessairement en rapport avec ce contenu. Oui. D'accord? Une question, s'il vous plaît. Oui. Et si nous voulons introduire des schémas, c'est possible? Oui, je vais vous le montrer, comment on ajoute des vidéos et des images, tout de suite. Très bien, merci. J'enregistre. Je vais vous montrer ce que je viens d'insérer, comment il est affiché. D'accord? Je vous rappelle que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté un autre grain de contenu et j'ai ajouté du contenu dans ce grain. Un texte, une rubrique attention et une rubrique exemple. OK? On va aller à publier, générer, consulter. Le cours. Alors, on a cette deuxième rubrique, 1.1 et 1.2 qu'on vient d'ajouter. Je l'ouvre. Vous voyez comment sont affichées les rubriques que je viens d'ajouter? Très bien. Ouais. C'est clair? Oui. Je peux changer parce que ce logiciel donne des templates prédéfinis. D'accord? Je peux changer de template. J'ai utilisé, je vais faire générer, on va voir, vous allez voir que le template change. Et consulter, regardez. C'est un autre template. Vous voyez? Ça, c'est le deuxième template. C'est clair jusque-là? Oui, très clair. C'est bon? Je pense qu'on a une question. Borhan, tu peux désactiver ton micro et poser la question si tu veux. Borhan. Alors, il dit, bonjour madame, je vois que les numérotations des chapitres s'effectuent manuellement. Y a-t-il un moyen de les intégrer de façon automatique comme sur Word? Non. Non, voilà.
Malheureusement, non. Oui, il faut les intégrer manuellement. Non. OK. Très bien, on continue. On continue. Maintenant, on va aller revenir ici. Donc, j'étais là. Pour continuer l'édition, je vais aller à ici, édition. OK. OK, je vais arrêter une petite seconde le partage pour ramener une image. Je veux ramener une image et une vidéo. D'accord? Au lieu de chercher dans mon ordinateur très rapidement, je les mets dans un lieu OK, sûr, pas de on va souci. dire, pour pouvoir. En attendant que tu retrouves l'image, je m'adresse aux participants. S'il vous plaît, Dr Akmoun vous demande de renommer vos profils parce qu'il y a quelques-uns parmi vous qui ont le nom de leur ordinateur. Donc, s'il vous plaît, mettez votre nom et prénom pour qu'on puisse savoir qui est présent. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien, on entend. Il y a une collègue, Madame Manel, a levé la main. Attendez, je crois qui c'est. Oui. Ou Madame Ziane. Oui, Madame Ziane. Si vous voulez activer votre micro. C'est juste pour vous dire qu'on vous reçoit très, très bien. Continuez, madame. Alors, Lilia, est-ce que tu m'entends? Je pense qu'on l'a perdu. Non, non, non. Chez les là. Lilia, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? Alors, désolée, j'ai été déconnectée. Non, il n'y a pas de souci. Là, on t'entend. Très bien. Oui, 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 oui. Bon, tu m'entends? Oui, oui, très bien, très bien. 5 sur 5. Ah oui, merci beaucoup, Madame Ziane. OK, c'est parfait. On revient ici. Oui. Oui, Iman, oui, tu vois mon écran? Oui, oui, le partage. OK, c'est parfait. Alors, je vais vous montrer maintenant deux petites choses, trois choses. Un, comment on insère une image, comment on insère une vidéo et comment on ajoute des QCM. Trois choses. D'accord? Je commence d'abord par l'ajout d'une image. Exemple, je veux en dessous de cette phrase, généralement une image quand on l'ajoute, c'est avant l'image, il y a un texte. D'accord? Donc, en dessous de cette phrase, je veux ajouter une image. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur cette petite étoile et je prends ressources. Vous voyez? Ressources. Donc, je clique sur ressources. OK. Après, ce que je vais faire, je vais aller dans ce dossier. Je reprends mon espace. D'accord? Alors, pour ajouter une image, l'image, c'est un fichier. Donc, il y a deux étapes. Étape numéro 1, ramener l'image.
Étape numéro 2, la mettre dans sa place. D'accord? Donc, je vais commencer par la première étape. Je ramène l'image de mon ordinateur. Une image, c'est un fichier. Et au départ, je vous ai dit, un fichier égale un item. Donc, je dois créer un item pour mon image. Donc, je vais à mon espace, ici, l'espace POO, bouton droit, créer un item, OK, ressources, juste vérifier l'image que j'ai, quel type d'image j'ai. Alors, l'image que j'ai, alors, c'est une image GIF. OK. Donc, je reviens. Donc, comme je vous ai dit, je vais ici, bouton droit, créer un item. Alors, vous voyez mon écran. Oui. OK. Alors, j'ai cliqué sur créer un item. Dans ressources, je clique maintenant sur ressources. Il va me dire quel est le type d'image que vous voulez. JPEG, GIF, PNG, etc. Moi, je vais choisir GIF parce que je sais que le type de l'image que j'ai, c'est une image GIF. Je vais l'appeler figure 1. Figure 1. Et créer. Voilà. Il me ramène cette interface. Je vais aller à importer. Vous voyez importer pour la ramener de mon ordinateur. Importer. Je vais aller à mon ordinateur. Alors, mon ordinateur, j'ai d'accord? Donc, j'ai ramené, je peux la visualiser. Regardez, je peux lui faire, vous voyez, cette image, elle est comme ça. Je peux l'agrandir. Je peux la rendre petite, comme Est-ce que je vous veux. la voyez, Iman? Moi, je ne l'ai pas. Vous ne voyez pas, maman? Vous voyez moi, mon je vois, il n'y a interface? pas de problème. Oui, moi aussi, moi, je vois très bien. J'ai un problème de connexion, Madame Akmoun. Vous voyez que je suis en train d'agrandir et de rendre petite l'image. Vous la voyez pour lui donner un titre. Exemple de diagramme. OK? Je peux enregistrer. Donc, maintenant, je viens de terminer al-khatwa al-oula, c'est-à-dire importer l'image de mon ordinateur. Deuxième étape, c'est de la mettre dans sa place. Comment je la mets dans sa place? Je reviens à mon fichier XML. Vous voyez ici qu'il y a une croix rouge. Je vais prendre l'image, je clique sur la souris, je ne lâche pas la souris jusqu'à ce que j'arrive sur cette croix rouge. Et ici, très bien, je la fais glisser. Je lâche la souris. Voilà, exactement, Iman. Glisser, déposer. Voilà, j'ai ramené l'image. Vous la voyez? Très bien, oui. Donc, je vous rappelle, pour avoir une image, préparez l'image sur votre ordinateur, créez un item, importez l'image et après, glissez, déposer dans l'emplacement où vous voulez. Très bien. J'enregistre. Je vais aller à publier, générer, consulter. Regardez. Non? Vous voyez l'image? Oui. Très bien. Et vous voyez que le titre que j'ai écrit est écrit en dessous. C'est bon? Oui, très bien. Est-ce qu'il y a des questions, mes chers collègues? Moi, j'ai une petite question. Je voudrais savoir, est-ce qu'on a la possibilité, supposons qu'on a déjà un cours prêt et qu'on veut copier et coller des passages, est-ce qu'on peut le faire? Oui, oui, c'est ce qu'on doit faire. Très bien. C'est ce qu'on doit faire. On doit copier et coller, ouvrir Word et faire du copier-coller. Moi, j'appelle cet outil comme étant un outil de copier-coller intelligent.
Très bien aussi. Tout simplement. Oui, oui. Oui, ça facilite. Attends. Je vais faire le même exercice avec les vidéos et vous allez me dire ce que je dois faire. C'est exactement la même chose comme exactement comme je veux dire les images. Oh, d'accord? Je reviens à édition ici. Donc, on va vers item, on va créer un item. D'accord. Alors, première chose, on va créer un item. OK. Donc, on va ici, dans notre espace, il devient bleu. Bouton droit. Voilà. Créer un item. Et voilà. On va aller à ressources. Au lieu d'aller à image, je vais aller à vidéo. Et je vais choisir le type de vidéo. Moi, c'est une vidéo MP4. Très bien. Et je vais lui dire vidéo exemple. Créer. Voilà. J'ai créé l'item. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais importer. Très bien. Je vais importer. Bravo. Donc, je vais aller à ce bouton importer. Et voilà, ma vidéo, elle est là. Voilà. OK? Ouvrir. Très bien. D'accord? Je peux aller à ce bouton. Oui. Je peux aller à ce bouton rose et lui donner un titre. Très bien. Un exemple. Une vidéo. Je vais enregistrer. C'est bon. La vidéo, elle est là. Elle est dans Opal. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je glisse. Glisser, déposer. Je dois aller d'abord au fichier XML. Voilà. Je dois aller à un emplacement. Je dois créer l'emplacement. Par exemple, je veux dans le grain 1.2, dans ce texte, en dessous de ce texte, je veux faire une ressource. D'accord? Donc, je clique, j'ajoute une ressource. Vous voyez, il faut préparer l'emplacement. OK? Et maintenant, glisser, déposer. Déposer. Voilà. Je vais enregistrer, publier, générer, consulter. Voilà. Alors, où est-ce qu'on l'a mis? Je pense dans la... Voilà. Vous voyez? Très bien. La vidéo, elle est là. Oui, très bien. Est-ce que c'est clair? Oui, bon, pour moi, c'est très clair. Les collègues? Clair, très clair même. Oui. C'est parfait. Alhamdoulilah, ya Rabbi. B. Très bien. On revient. On est là. On va faire l'édition. B. Supposons, donc j'ai cette division, cette deuxième division. OK. Supposons, par exemple, je veux faire des questions à la suite de la première division. D'accord? À la fin du premier chapitre. Dans Opal Starter, je n'ai pas la possibilité de faire différents types de questions. Je n'ai que deux choix. Vous allez voir, ici, je clique sur cette petite étoile. Yatini la possibilité de créer des questions à choix unique ou des questions à choix multiples. D'accord? Ce sont les deux seules possibilités. Je vais créer d'abord une question à choix unique. Alors, il me ramène un formulaire vide. Je vais écrire son nom, donner un titre, question numéro 1, question 1, d'accord? C'est une question à choix unique. Par exemple, il fait beau aujourd'hui. OK? Les réponses, oui, ou non. Et vous voyez en gris clair d'autres réponses. Je peux
Il te donne par défaut 2 réponses, mais vous pouvez ajouter réponse 3 ici, je ne sais pas. D'accord? Ok. Et vous devez lui dire quelle est la bonne réponse. Est-ce qu'il fait beau aujourd'hui en Algérie? Oui, ça va, il y a le soleil normalement. Donc, on va dire que ici, solution, réponse 1. La réponse 1, c'est la bonne réponse. C'est clair? Et je vais enregistrer, publier, générer, consulter. Regardez ce qui se passe. Voilà, Andy, chapitre 1, exercice, chapitre 2. Ça, c'est la question que je viens d'ajouter. Vous la voyez? Oui. Quand je clique sur cette question, il fait beau aujourd'hui? Oui, non, je ne sais pas. Si je clique sur je ne sais pas, je lui dis correction, il dit mauvaise réponse. Très bien. Et il me donne la bonne réponse. Déjà en vert clair, je la vois. Oui. Parce que Opal, c'est un exercice, c'est une ressource d'auto-apprentissage. D'accord? Je peux effacer, recommencer. Je clique sur oui, par exemple, qui est la bonne réponse. Je lui dis correction. Il me dit bonne réponse. Très bien. C'est clair? Oui, très clair. Est-ce que le son arrive encore assuré? Pour moi, c'est bon. Je pense que c'est selon la connexion des uns et des autres. D'accord. OK. Je reviens à Opal. Je suis dans Opal. Je reviens à édition. Je compacte ça. Je compacte ça. Je compacte ça. Et je vais ajouter à la fin de la division, je peux ajouter encore une question ici, mais je vais la mettre à la fin après la deuxième division. Par exemple, ici, je vais lui dire, je veux une question à choix multiple. Non. Donc, je vais lui dire question 2. Par exemple, je vais dire les principes du e-learning. Alors, réponse 1, flexibilité. Est-ce que la flexibilité, c'est un principe du e-learning? Oui ou non? Oui, oui. Donc, je vais lui dire ici, solution, il faut que l'apprenant la coche. Donc, je clique sur cocher. D'accord? Alors, deuxième, travail coopératif. Est-ce que c'est un principe du e-learning? Oui, oui, normalement. Cocher. Réponse numéro 3, isolement. Est-ce que c'est un principe du e-learning? Non. Non. Donc, ici, je lui dis non coché. Ouais. Réponse numéro 4. Accompagnement. Oui. Réponse numéro 5. Transmissif. Non. Est-ce que le e-learning, c'est transmissif? Non. Non, c'est pas traditionnel. Non. Non coché. Je vais enregistrer, aller à publier, générer, Et consulter. consulter. Je vais aller ici, exercice question 2. Voilà la question. Maintenant, je vois que c'est des choix multiples. Je peux cocher 2 bonnes réponses et une mauvaise réponse, par exemple. Je lui dis correction, il me dit mauvaise réponse parce que j'ai déjà quelque chose de faux. Je corrige, je recommence. Flexibilité, travail coopératif, accompagnement, correction, et c'est une bonne réponse. Très bien. Et je peux créer autant que je le souhaite en termes de, je veux dire, de questions. D'accord? Oui. C'est clair, s'il vous plaît, mes chers amis? Très clair. Oui, c'est clair. Parfait. Je reviens maintenant à Opal. Je vais vous montrer encore des petites choses. Alors, je peux, bien sûr, le texte, quand j'écris, ici j'ai écrit une phrase, mais je peux écrire des paragraphes, bien sûr. D'accord? Je peux ajouter du texte ici. Je peux faire ce que je veux.
Par exemple, je voudrais que le mot élément essentiel soit en gras. Donc, je peux le sélectionner. Et ici, j'ai un petit stylo avec une barre en jaune. Quand je clique sur la petite flèche, je peux lui dire c'est un mot important. Important. Et donc, il deviendra dans une autre couleur. Vous voyez? Après, vous allez le voir qu'il est affiché dans une autre couleur. Je peux, par exemple, ici, faire une liste à puces. Par exemple, j'écris ici les principes du... Vous voyez, il a un correcteur aussi. Les principes du e-learning sont flexibilité, accompagnement, travail coopératif. OK? Et je veux que ces trois éléments soient une liste à puces. Donc, je sélectionne ces 3 éléments. Je vais ici à cette petite icône avec la petite flèche ici. Je lui dis liste à puces ou bien une liste ordonnée. Liste à puces, ça va être affiché en tant que liste à puces. Vous voyez? J'enregistre. Je vais aller à publier, générer, consulter. Je ne sais pas où est-ce qu'on l'a mis. Voilà. Vous avez vu le mot en rouge? Il est en bleu. Il est en bleu parce que le template, il est en bleu. Et ici, ce sont la liste à puces. D'accord? Est-ce que c'est clair jusque-là? J'ai une petite question, madame. Fadal. Est-ce qu'on peut utiliser cet outil pour l'évaluation, exclusivement pour l'évaluation? Oui, on peut faire, mais c'est des exercices d'auto-évaluation. D'auto-évaluation beaucoup plus. Oui, c'est un exercice, c'est des modules d'auto-apprentissage et d'auto-évaluation, bien sûr. D'accord. Iman? Oui, Lilia, oui, je t'écoute. Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes de pause? Juste oui, 5 bien minutes sûr, j'allais te le proposer. J'allais te le proposer. On va prendre 5 minutes de pause. On reprendra à 10h55. Parfait. 10h55. Parfait. Okay. Merci. On se retrouve dans 5 minutes. Ok.